Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire sur les secteurs et les métiers, série de webinaires initiés par la région Bourgogne-Franche-Comté à l'intention des acteurs du service public régional de l'orientation et des professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre autour des métiers de l'œnologie. Nous remercions nos intervenants de ce jour, Hervé Alexandre, professeur à l'Université Bourgogne-Europe, et Monsieur Laurent Chassot, qui témoignera de sa passion du vin et de son métier de guide conférencier. Donc, quelques indications avant le début de ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, ou même, si vous le souhaitez, à lever la main et prendre la parole. Aujourd'hui, on va traiter du métier d'œnologue. On va découvrir ce que c'est, où peut-on exercer ce métier et Monsieur Chassot témoignera de justement de comment il exerce son métier à travers son autre métier de guide touristique. Monsieur Alexandre, je vous passe la parole. Bien, bonjour à tous. Hervé Alexandre, je suis effectivement enseignant-chercheur à l'Université Bourgogne-Europe. Donc, je suis moi-même œnologue et je suis responsable donc, de la formation d'œnologue au centre à l'Université Bourgogne-Europe, donc à l'Institut universitaire de la vigne et du vin Jules Guyot. Il fait partie donc des 6 centres en France qui forment les œnologues avec le centre de Bordeaux, Toulouse, 2 centres à Montpellier, un centre à Reims et donc à Dijon. Voilà, et donc je vais laisser la parole à Laurent qui se présente. Oui, alors tout d'abord, rebonjour à toutes et à tous. Alors moi j'ai un parcours que je qualifierais peut-être d'un peu atypique parce que j'ai pas du tout de lien au niveau familial avec le vin ou avec tout ce qui est technique viticole et en œnologie. Moi j'ai fait des études littéraires. Alors souvent c'est pas forcément lié à ce centre d'intérêt, mais je suis toujours intéressé à la biologie et puis donc à la géologie. Et dans le cadre de réflexion sur comment travailler, lier ma passion pour l'histoire des arts et l'histoire, est venue l'idée avec mon ex-compagne en fait de devenir guide conférencier indépendant. On était guide conférencier mais uniquement vacataire, ce qui au bout d'un moment était plus tellement tenable professionnellement et puis surtout financièrement. Donc, on s'est lancé comme guide indépendant à partir de 2010. Ceci étant, je souhaitais proposer de l'œnotourisme, mais avec ma vision très historique et artistique et patrimoniale du vignoble, qu'il s'agisse de la Bourgogne, qu'il s'agisse du Jura, de l'Alsace, parfois en Suisse, etc. Et pour cela, je ne me voyais pas du tout sortant avec une maîtrise d'histoire moderne, avec une licence d'histoire filière tertiaire à l'époque, donc ça date un petit peu. Je ne me voyais pas démarcher, rencontrer des vignerons, expliquer ce que je souhaitais faire sans valider un diplôme universitaire, une formation qui me permettrait en fait d'apparaître comme sérieux. Parce que beaucoup de personnes maintenant font de l'œnotourisme, mais je considère que c'est la vigneronne, le vigneron qui sont 300 jours par an dans les vignes. C'est eux qui travaillent en cuverie. Moi, je suis juste une passerelle qui permet la rencontre avec ces personnes et qui permet aux gens qui vont me suivre en visite d'expliquer pourquoi le paysage et pourquoi les terroirs géologiques sont de tel type, et aussi articuler, relier le grand patrimoine, le patrimoine urbain, mais pas que, avec justement le vin, dans la mesure où, historiquement parlant, on constate souvent quand même que les grands vignobles et les vins de haute notoriété sont liés souvent à la proximité d'un patrimoine qui est lui-même. Donc la volonté de pouvoir politique, de pouvoir religieux, etc., au fil des siècles. Voilà. Enfin, on en parlera un peu plus tout à l'heure et Oui, plus avant. voilà. Parfait. Merci. Donc, professeur, il existe donc une formation à l'Université Bourgogne-Europe. Concrètement, cette formation, elle forme au métier d'œnologue. Mais elle se passe comment? Alors, c'est une formation qui démarre en recrutant des gens qui ont un niveau +3.
Donc généralement, c'est un niveau plus 3 en sciences. Donc c'est des gens qui ont fait une licence en sciences biologiques ou en biologie cellulaire ou en chimie ou en microbiologie. Il y a des gens également qui ont fait un BTS viticulture-œnologie et ensuite ont fait une licence. Donc il existe des licences spécialisées qui permettent après d'intégrer le diplôme national d'œnologue. Notamment, par exemple, à Dijon, il y a les licences des sciences de la vie, mais il existe aussi des licences. Alors, ce ne sont pas des licences professionnelles, hein, ce sont des licences spécialisées qui commencent à donner un vernis œnologique, chimique et microbiologique et viticulture aux gens qui ont fait plutôt de la biologie générale. Voilà, pour les mettre tout doucement dans le circuit pour qu'ils puissent postuler derrière au diplôme national d'œnologue. Donc, le prérequis, c'est avoir une licence en sciences. Il y a très peu de. Donc, ça, c'est important de le noter, c'est-à-dire qu'on prend, quels que soient les centres en France, on prend très peu de gens qui sont issus d'une licence professionnelle. D'accord? Donc, c'est vraiment des licences générales qui sont permises, dont les licences spécialisées dont je vous ai parlé, mais pas les licences professionnelles qui sont supposées déboucher sur l'entrée sur le marché du travail. Alors, ça nous arrive, hein, quand le dossier est exceptionnel et que le candidat très motivé ou la candidate très motivée de l'intégrer, mais c'est pas c'est pas le chemin le plus classique. Le plus classique, c'est une licence générale. Et ensuite, ben, il y a 2 ans d'études qui amènent au niveau master et puis avec le titre du diplôme national d'œnologue. Et pendant ces 2 ans d'études, ben, c'est vraiment une formation professionnalisée sur à la fois en viticulture et en œnologie. Alors, bien sûr, plus d'œnologie que de viticulture, mais la viticulture est partie intégrante du diplôme, tout simplement parce que, bah, pour ce qu'on dit habituellement, c'est que pour faire du bon vin, il faut de bons raisins. Et donc, pour avoir de bons raisins, bah, il faut avoir des connaissances en viticulture, parce que certains œnologues peuvent être régisseurs de domaine, c'est-à-dire qu'ils vont gérer à la fois la partie viticole et vinicole. Il y a même des gens des œnologues qui peuvent devenir chefs de culture à un moment donné. Donc, il faut vraiment des compétences en viticulture. Donc, en œnologie, bien entendu. Et puis, on trouve également dans cette formation, les étudiants acquièrent des compétences en comptabilité-gestion, en droit du travail, en assurance qualité, puisqu'en fait, ce sont des compétences qui sont requises dans le cadre de différents postes auxquels peuvent prétendre les futurs étudiants. Voilà, donc c'est une formation qui est très complète, qui est avec un volume horaire qui est important, hein, puisque il y a à peu près entre 600 heures par an d'enseignement. Donc Excusez-moi, j'arrive tout de suite. Voilà, une formation qui est riche. Merci. Quand on a préparé ce webinaire, je vous ai demandé également où, après formation, pouvait exercer un œnologue et j'ai été assez surprise des différents secteurs, entre guillemets, où pouvait exercer un œnologue. Est-ce que vous pourriez nous en parler, s'il vous plaît? Oui, alors donc un œnologue peut exercer différentes fonctions. Donc, alors déjà, il peut travailler dans le négoce, en cave coopérative, dans des domaines privés. Il peut travailler dans des industries donc technico-commerciaux, pour la vente de produits œnologiques, par exemple. Mais les fonctions sont très variées. Ça peut être maître de chai, donc ce qui est le plus courant, c'est-à-dire que c'est la personne qui va être responsable de la vinification, de la production du vin à partir du raisin. Mais on va trouver également comme fonction des responsables techniques au sein de domaines, de caves coopératives ou de négoces. On va trouver des exploitants agricoles parce qu'en fait, il y a des œnologues qui vont s'installer pour créer leur propre domaine ou reprendre un domaine parental, par exemple. Et puis, on peut trouver des directeurs de production. Mais directeur de production, ça peut avoir plusieurs visages. Par exemple, on peut très bien avoir un directeur de production, mais qui sera spécialisé sur la partie embouteillage. C'est-à-dire qu'il va s'occuper de la mise en bouteille du vin, donc une fois que le vin est fait. Et ça, toute l'année. Et puis, il va y avoir des directeurs de production qui suivront le produit de A à Z dans une entreprise. Après, on trouve également des gens qui ont le métier d'œnologue conseil. Donc souvent, ce sont
on en trouve deux sortes. On trouve des œnologues conseils qui travaillent dans des laboratoires d'analyse. Et en fait, l'œnologue conseil, comme son nom l'indique, ça va consister à conseiller le vigneron donc, qui produit du vin, l'aider à l'interprétation des analyses du bulletin et puis lui donner des conseils sur l'itinéraire de vinification à suivre en fonction du profil produit qu'il souhaite avoir. Et puis, il y a des œnologues conseils qui ne sont pas forcément rattachés à un laboratoire d'analyse et donc qui font du conseil. Donc, c'est vraiment des gens qui ont un portefeuille de clients relativement important, donc qui ont une très grosse expérience des différents itinéraires de vinification et puis de la façon de produire les vins. Donc, c'est un autre métier. Ensuite, on va trouver des technico-commerciaux. Donc, les technico-commerciaux, on les trouve dans différents secteurs. On peut les trouver en tonnellerie, par exemple, puisque les tonnelleries vont embaucher des œnologues pour que ces œnologues conseillent sur l'adéquation entre le type de fût utilisé pour l'élevage, par exemple, et puis le vin produit. Parce qu'en fait, il existe plein de fûts différents qui peuvent exister, et voilà lequel choisir par rapport au produit que l'on veut faire. Ça va être la même chose par rapport aux produits œnologiques, parce qu'il y a certains produits œnologiques qui peuvent être utilisés en vinification. Et là aussi, il y a des technico-commerciaux, mais ça peut être aussi sur des équipements viticoles et œnologiques, où là, on a également besoin de technico-commerciaux. Voilà. Après, il y a des gens qui vont exercer le métier de dirigeant, de gérant, d'exploitation. On va trouver des commerciaux aussi, c'est-à-dire que généralement, alors ça peut arriver que le NOC, petit à petit, fasse du commerce parce qu'il est toujours en relation avec des clients et il peut prendre des responsabilités commerciales. Alors, ça dépend de la taille de l'entreprise, parce que généralement, les entreprises de grande taille prennent des commerciaux pour s'occuper de ces aspects-là, mais dans des entreprises de plus petite taille, ça peut être aussi le rôle de l'œnologue de s'occuper de la partie commerciale du site. Donc, on peut avoir des gens qui font également, qui sont ingénieurs d'études. Donc, ça peut être des responsables de projet. Il y a des gens, par exemple, qui travaillent dans les interprofessions ou dans les chambres d'agriculture. On a des œnologues dans les chambres d'agriculture ou dans les interprofessions et qui vont être responsables de projets, notamment des projets expérimentaux, que ce soit à la vigne ou sur des sujets œnologiques. Donc, ils vont faire de l'expérimentation au vignoble et en cuverie. Et puis, on peut également avoir des œnologues qui sont experts auprès des tribunaux, puisqu'il peut y avoir des litiges entre un vigneron et puis un fournisseur, par exemple. Le cas le plus classique que l'on décrit souvent, c'est, voilà, il y a un bouchonnier qui vous vend des bouchons, vous mettez ça sur vos bouteilles et puis vos bouteilles prennent le goût de bouchon. Donc, à qui revient la responsabilité? Est-ce que c'est la responsabilité du bouchonnier ou pas? Donc, on a besoin d'experts pour départager, enfin, trouver qui est responsable du défaut, par exemple. Et donc, c'est des œnologues, experts auprès des tribunaux, qui peuvent faire ce type d'activité. Voilà, donc c'est très varié, euh, avec beaucoup de débouchés différents qui peuvent être trouvés. Ouais, c'est ce qu'on se disait. Enfin, moi-même, je ne pensais pas qu'on pouvait exercer ce métier dans autant de secteurs entre guillemets différents et je trouvais que le côté aussi commercial était assez sympathique. Parce qu'au moins on vend un produit dont on peut parler réellement. Je vois qu'il y a une question. Alors, c'est pas pour faire de la pub entre parenthèses, mais il n'y a pas que des certifications universitaires, par exemple. Il existe aussi un BTSA à Beaune, par exemple, qui forme au métier de la Mais t'es viticulture et de inscrit. l'œnologie. Il y a une participante qui dit très vaste et intéressant au niveau des débouchés, effectivement. C'est vraiment quelque chose enfin, que moi, j'imaginais pas et que du coup, nos participants non plus. Mais après, il y a des possibilités aussi de bifurquer sur d'autres métiers, d'autres formations. J'imagine la sommellerie peut-être aussi. Il y a souvent des œnologues qui deviennent sommeliers ou pas. Alors, c'est un autre métier. Donc là, je vois la vitie de Beaune avec le BTS Vitiono. Donc effectivement, il y a des BTS viticulture œnologie. Donc nous, ça représente à peu près 30% de nos effectifs, les BTS Vitiono. Et ça, c'est à peu près dans tous les centres.
Donc, à la sortie du BTS Vitiuno, ils vont faire une licence généralement spécialisée dont je vous parlais tout à l'heure. Puis après, ils intègrent le diplôme national d'œnologue. Mais effectivement, il y a des gens qui, après le diplôme national d'œnologue, peuvent faire une formation complémentaire. Ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est commercial. Donc, en fait, ils vont faire une étude pendant un an, ils vont faire des études de commerce. Donc, ça leur donne une double casquette qui peuvent bien valoriser. Alors, il y a peu de gens qui se tournent vers la sommellerie. En revanche, il y a beaucoup de d'œnologues qu'on va retrouver, donc animateurs qui font de l'œnotourisme, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, et qui vont faire des wine tours, par exemple, avec des clients. Donc ça, on en a des œnologues qui font ce type de métier. Euh, on n'en trouve pas dans la restauration, mais on peut en trouver chez des cavistes, par contre, des œnologues. Voilà. Mais je ne connais pas d'œnologue qui, derrière le DNO, ait fait sommellerie. D'accord. D'ailleurs, monsieur Laurent va nous parler après de son métier, en quoi il consiste, et il nous a déjà expliqué comment il y était venu. Ben, je vous remercie beaucoup, professeur, pour cette présentation. Et du coup, Laurent, Alors, me concernant, en fait, je dirais que par rapport à la formation, entre guillemets, de guide conférencier par rapport à l'œnologie, il y a pas de lien à proprement parler, il n'y a pas de formation, directe. C'est-à-dire que pour être guide conférencier, il y a quelques années maintenant, il s'agissait d'examens régionaux organisés par l'IDRAC. Ensuite, donc moi j'ai validé en 2012 l'examen de guide conférencier national, mais actuellement, donc cette formation est universitaire. C'est une licence professionnelle de guide conférencier. Alors pour rester dans le cadre strictement régional, c'est une formation qui est dispensée par le CNAM et le lycée Nodier à Dole. Par exemple, là je prends le cas de la Franche-Comté. Par contre, encore une fois, et ça a été un petit peu aussi mon parcours, il n'y a pas de, c'est vraiment des colonnes très séparées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre l'histoire des arts, l'histoire et le métier de guide conférencier et les formations pour y accéder, avec véritablement l'œnotourisme, l'œnologie, la compréhension des vignobles. Ce qui fait qu'en 2008-2009, donc, je me suis renseigné et j'ai financé moi-même un diplôme universitaire donc, à l'Institut des vins Jules Guyot et à l'Université de Dijon, pratique de la dégustation par la connaissance des terroirs. Donc, ce qui était très intéressant parce que c'était vraiment transversal dans la mesure où il y avait Monsieur Petit qui intervenait, Monsieur Garcia, Dominique Perron, Jackie Rigaud, etc., et bien d'autres personnes encore, ce qui permettait d'avoir des bases, des notions aussi bien très techniques et œnologiques, de sommellerie aussi, d'archéologie du vignoble, de géologie, etc. Et par rapport à mon parcours et par rapport au but professionnel que je me fixais, c'était vraiment un diplôme à la fois polyvalent, mais assez complet. Alors bien évidemment, après, ça implique de retravailler derrière et d'articuler, puisque ce n'était pas le cas avec ce diplôme, qui était quand même très centré sur le vin. Après, il faut articuler soi-même des contenus de visite, des thématiques de visite, permettant de lier vraiment l'histoire des arts, l'histoire et le vignoble à proprement parler. Mais en centrant toujours de toute manière sur l'humain, parce que ça reste des hommes et des femmes qui font le vin. Voilà. du coup, que vous expliquiez à chaque visite, en fait, pourquoi tel vin peut-être s'est transformé avec le temps, pourquoi ça s'est inscrit dans le patrimoine. Bah, c'est-à-dire que moi, j'essaie, mais c'est ma vision, encore une fois. J'ai Hmm. beaucoup de collègues. Il y a une association des guides conférenciers indépendants de Bourgogne-Franche-Comté. Un certain nombre ont aussi une spécialisation dans le no-tourisme, mais je dirais chacun quand même amène sa touche personnelle. Et si vous voulez, par rapport à l'évolution du vin, c'est vrai que la perception du vin, les attentes autour du vin vont grandement évoluer. Et je dirais que ce qui
fait qu'en Bourgogne, c'est absolument passionnant. Le Jura, ce serait la même logique, mais malheureusement, on a beaucoup oublié. On a toujours une vision très, très courte du vin. En gros, ça commence à Pasteur, rien ne s'est fait avant. Je suis un peu caricatural, mais c'est quand même un peu ça. Et par contre, en Bourgogne, on n'a jamais oublié l'importance du vin, au Moyen Âge et pas qu'à travers les abbayes, hein, à travers la cour de Bourgogne. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de jeter des ponts entre Bourgogne et Jura. Bon, déjà parce que je suis de Dole, donc c'est peut-être la ville la plus bourguignonne de Franche-Comté, mais c'est surtout qu'on a un vignoble jurassien qui a été totalement structuré et c'est constamment oublié, c'est pas mis en avant du tout ou très, très peu. Enfin, moi, je le fais en visite ou lors des clubs de dégustation que j'anime. C'est un vignoble qui a été totalement structuré par, la politique du vin des ducs au XIVe et XVe siècle. Et ça m'intéresse de jeter des ponts parce que si on a de la statuaire bourguignonne à Poligny, c'est pas le fruit du hasard. Si on a des peintures murales à Arbois, donc de 1470, comparables sans doute à celles de l'atelier des Spicres qu'on travaillait à Beaune ou également donc à Savigny-les-Beaunes, bah, encore une fois, c'est pas le fruit du hasard et c'est ça qui est intéressant à articuler, à expliquer, bah, pour, je dirais, étendre l'horizon et puis parce que le vin, c'est avec la vigne, c'est quand même c'est à la fois des produits et un végétal qui ont énormément voyagé avec l'homme. Mais après C'est voilà, moi ça m'intéresse aussi que Hervé intervienne par rapport à ce que je dis, enfin voilà, hein. Bah, n'hésitez pas. Je vais vous poser des questions beaucoup plus prosaïques. Mmh. Du coup, pour vous, quelles qualités, compétences faut-il, selon vous, pour exercer votre métier? Hormis Les l'intérêt énorme conférenciers? pour l'histoire. Non, pour, le côté, œnotourisme, œnologue, mais qui est lié du coup très intrinsèquement Ah avec guide bah conférencier. Ah bah, pour moi, oui, enfin, déjà parce que c'est mon cœur de métier, guide conférencier et puis ensuite, bah, le contenu des visites guidées est lié à des comment dire? Est totalement inféodé à des préparations, à des repérages. Après, je dirais que je fais pas que des visites dans les vignobles, hein, mais c'est ce qui est très important aussi, c'est vraiment de rencontrer en amont, le domaine, où l'on souhaite aller parce qu'il y a soit une demande précise de la part d'un client, soit parce que, moi j'aime beaucoup intervenir sur Thomas Jefferson et son voyage en Bourgogne en 1787 et en suivant son parcours, hein, on connaît les hôtels où il s'arrêtait à Dijon, à Beaune, à Tournu et cetera. Tout est relaté dans des lettres et dans des archives et je trouve que pour aller au cœur des choses, pour s'imprégner également de la philosophie du personnage, de sa on va dire, de son attente dans la compréhension de pourquoi le vin de tel, village viticole n'est pas comparable au vin d'à côté et pourquoi. Parce qu'il va s'intéresser dans ses lettres aussi bien à la géologie, il va décrire les sols, il va s'intéresser aussi, aux vins qui sont les plus estimés, et au XVIIIe, c'est les vins rouges, hein, de Bourgogne, hein, c'est les blancs sont un petit peu en retrait, d'ailleurs comme au XVe siècle et donc voilà, si vous voulez, c'est enfin, c'est prosaïque, mais en même temps, c'est vraiment lié à une sorte de mixte entre des études universitaires, alors qui peuvent être strictement en histoire ou strictement en histoire des arts, et puis encore une fois, les rencontres sur le terrain et les repérages. Et ben, la dernière question, en fait, je vais la poser à vous 2. Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui voudrait, se lancer, qui est intéressé par le vin, généralement, et qui se dit: «Tiens, je deviendrais bien œnologue», quel conseil, lui donneriez-vous? Laurent, je vous laisse commencer. En tant qu'œnologue? Ouh là! Bah, obligatoirement passer par les formations universitaires donc qui ont été décrites par Hervé. Là, on est vraiment sur un diplôme très technique et bon, je pense qu'on peut apprendre aussi sur le tas, au contact d'un vigneron, mais je pense quand même que la formation universitaire est absolument indispensable. Hervé, si Ah, du coup là, vous je deviez laisse Hervé ouais, intervenir, hein, parce que si vous deviez répondre à Oui, cette oui. question un peu insoluble.
ou pas? Alors, non, non, c'est pas insoluble. Donc, il y a plusieurs conseils. Bon, déjà, il faut effectivement être passionné par le produit parce que sinon, c'est pas utile. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'en fait, tous les étudiants qui viennent faire le diplôme national d'œnologue sont des étudiants qui sont vraiment passionnés par le produit. Donc ça, c'est très important. Et après, ben, il faut... alors c'est vrai que c'est une formation qui est très technique, mais il faut faire preuve de curiosité. Donc il faut vraiment être curieux, se poser des questions. C'est important, avoir un regard critique, être ouvert également, parce qu'en fait, on voit qu'il y a beaucoup également d'innovations qui se font dans ce métier, même si l'image grand public est une image qui est très traditionnelle, il y a beaucoup d'innovations qui se font, donc il faut être ouvert et curieux d'esprit et critique. Oui. Bah, merci beaucoup, messieurs. Voilà, on arrive à la fin de notre webinaire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je trouve le métier passionnant, quel que soit là où on peut l'exercer. Donc, encore merci pour votre témoignage. Il y aura peut-être une question. Heu, Dernière information, qui n'a rien à voir, hein, désolés messieurs. Vous savez que si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir un open badge, en assistant au moins à 2 webinaires. Un open badge étant une image, numérique avec des données derrière et là qui viendra témoigner, de votre intérêt, pour, la découverte des secteurs et des métiers. Je vous ai mis un lien dans la conversation. Ouais, merci, oui, métier passionnant. Et merci vraiment, comme le dit, Géraldine, pour ce partage. Donc, je vous souhaite à toutes et tous, une très bonne fin de journée. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci, au Merci. revoir. Merci, au revoir, bonne journée.